Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous de cette émission spéciale que nous animons ce jeudi 16 septembre 2021. Depuis ce 13 septembre, mesdames et messieurs, l'école béninoise s'est éveillée. C'est la pré-rentrée scolaire 2021-2022 qui annonce la rentrée proprement dite le 20 septembre prochain. En prélude donc à cette rentrée, les acteurs du monde éducatif ont anticipé des consultations, des réunions tant au niveau des ministères des trois ordres d'enseignement que du Conseil national de l'éducation et même au haut niveau. Vendredi dernier, les partenaires sociaux, centrales et confédérations syndicales ont échangé avec le gouvernement pour amenuiser les points de vue en vue d'une rentrée académique apaisée sûre. Rentrée scolaire 2021-2022, sous quelles conditions? On en parle ce soir au cours de cette émission spéciale avec Monsieur Epiphane Azon. Bonsoir, Monsieur Epiphane Azon. Bonsoir, Monsieur le journaliste, chers téléspectateurs, bonsoir. Merci d'être là. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et d'étudiants du Bénin, FENAPEB. Vous êtes également, par ailleurs, depuis le 27 mars dernier, le trésorier général adjoint de l'Internationale des parents d'élèves et étudiants. C'est cela. Merci de répondre à notre invitation. Merci bien, c'est moi. Avec vous, nous avons un spécialiste des questions de l'éducation, un ancien directeur patron, un acteur du monde éducatif, M. Toussaint Sagbo-Fanou. Bonsoir, M. Sagbo-Fanou. Bonsoir Théodule et bonsoir à tous les téléspectateurs et merci pour l'invitation. Très bien. Je rappelle que vous êtes un professeur certifié d'anglais à la retraite, ancien directeur général du CEG Saint-Rita, aujourd'hui consultant en éducation. Merci d'être là. Et nous avons bien sûr un syndicaliste, on ne peut pas parler en tout cas de cette rentrée sans faire appel aux syndicalistes. Nous avons M. Toussaint Afewe avec nous. M. Toussaint Afewe, bonjour. Monsieur Apollinaire Afewe, oui. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir à tous les amis téléspectateurs de ITélé. Très bien. Monsieur Apollinaire Afewe, je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'Union nationale du syndicat des travailleurs du Bénin, la doyenne. Merci d'être là. Merci, monsieur le journaliste. Merci bien. Alors, voilà le tableau des invités ici présenté. Toutes nos tentatives pour avoir sur ce plateau un responsable du ministère. Toutes nos tentatives vont échouer. Voilà, personne n'a pu répondre à notre invitation. Et pourtant, on nous avait promis nous envoyer quelqu'un pour représenter le ministère. Voilà le constat qui est fait tout de même. Nous allons passer à l'essentiel, chers invités. Nous sommes là à présent pour assister dans quelques jours, d'ici lundi, à la rentrée, effectivement, la rentrée proprement dite de l'année 2021-2022. Monsieur Fanou, Monsieur Sagbo-Fanou, Toussaint, oui, consultant en éducation. Est-ce que aujourd'hui, tel que vous voyez les choses, la rentrée aura effectivement lieu, tout démarre le lundi 20 prochain? Merci pour l'invitation. Comme je l'ai dit, je crois que la rentrée aura lieu puisqu'elle a été décidée officiellement qu'elle aura lieu. Alors, j'ai l'habitude de dire, quand vous voyez le margouillat se coudre un pantalon, c'est que pour sortir sa queue, il a trouvé la solution. Donc, les gouvernants ont dû prendre toutes les dispositions pour que la rentrée ait lieu effectivement. Je dois annoncer que il serait pas sérieux de ne pas remercier tous les efforts qui ont été faits de part et d'autre, tant au niveau des gouvernants qu'au niveau des partenaires sociaux, pour que la rentrée ait lieu, malgré cette pandémie qui est en train de faire des ravages, mais qui, jusqu'à présent, n'est pas très nocive par rapport aux jeunes de 6 ans à 18 ans, 20 ans, selon ce que les scientifiques nous ont dit. Donc la rentrée aura lieu, surtout que les réformes mises en place permettent d'espérer que plus rien ne sera comme avant. C'est du moins le constat que je suis en train de faire en tant qu'observateur de la société dans laquelle nous vivons. Donc je crois que la rentrée aura lieu. Très bien.
Monsieur Apollinaire Afewe, secrétaire général de l'UNSTB, oui, en attendant d'écouter, de revenir sur le contenu de cette rencontre que les centrales ont eue avec le gouvernement. De toute façon, tout est fin prêt et les vôtres sont prêts pour reprendre, pour aller démarrer les cours lundi de toute façon. Oui, merci, monsieur le journaliste. Je pense que du côté des enseignants et des acteurs de l'école et de notre côté, particulièrement les partenaires sociaux, il est clair qu'il n'y a pas une action qui soit envisagée pour empêcher la rentrée le lundi prochain. Et donc, c'est que les acteurs de l'école, les enseignants sont prêts pour commencer la rentrée le lundi prochain, malgré les différentes difficultés, les problèmes que nous allons souligner tout au long de cette émission. Très bien. Oui, ce qui réjouit de toute façon quand les parents d'élèves entendent que effectivement les enfants vont démarrer les cours tout à fait prêts. Ils ne font que c'est une réjouissance de toute façon, Monsieur Pifanazon. Oui, tout à fait, monsieur le journaliste, c'est une réjouissance. Il ne peut en être autrement. Hein. Nous avons traversé des situations très très difficiles par le passé. Mais depuis lors que la grève, je ne dirais pas que c'est mis fin à la grève, mais depuis lors qu'il y a de situations d'accalmie au niveau du monde enseignant, nous parents, nous frottons les mains et nous sommes très heureux de voir les enfants partir à l'école, démarrer l'année scolaire le 20 septembre prochain. Voilà. Nous le disions tantôt, tout ceci s'est passé grâce à cette rencontre, importante rencontre que le gouvernement a eue avec les partenaires sociaux et les centrales syndicales vendredi dernier. Nous allons revenir sur cette rencontre et suivre le compte rendu fait ici par Aziza Chamou. C'est une rencontre de négociation entre gouvernement et centrale syndicale du Bénin, et ceci dans le cadre des travaux de la première session ordinaire de la Commission nationale de concertation et de négociation collective au titre de l'année 2021. Une séance qui se tient dans le cadre des préparatifs et dispositions prises par les deux parties pour une reprise des activités académiques apaisées. La première session de notre commission s'ouvre à l'orée de la rentrée scolaire universitaire 2021-2022 et dans un contexte marqué par la pandémie de la Covid-19. Notre pays, comme le monde entier, fait actuellement face à une recrudescence des formes graves de la pandémie. Et le tableau de bord épidémiologique affiche une évolution vertigineuse de la courbe de nouveaux cas de cette maladie. À cet égard, le gouvernement continue de renforcer la mise en œuvre des mesures idoines afin de réduire les effets néfastes de cette pandémie. Je voudrais compter sur l'engagement des responsables syndicaux et des organisations d'employeurs à travers les actions de sensibilisation et de formation en faveur des travailleurs afin qu'ils se convainquent de se vacciner contre la COVID-19 et observent les mesures barrières pour limiter la propagation du virus. Par ailleurs, je me réjouis des réformes engagées et des actions mises en œuvre dans le secteur de l'éducation qui ont permis une rentrée scolaire universitaire 2020-2021 normale avec un fort taux de réussite aux examens. Bien avant leur entrée en salle, une situation inattendue, Kassa Mampo de la CSTB est interdit d'accès. La raison principale, pour non-présentation de son passe vaccinal, il ne pourra malheureusement pas participer aux travaux. Après les sujets relatifs aux diligences effectuées par le gouvernement, donc dans le cadre du bon déroulement de la rentrée, la question de l'obligation faite aux enseignants de se faire vacciner a été évoquée. Les échanges à bâton rompu entre les membres du gouvernement et responsables des centrales et confédérations syndicales sur plusieurs sujets d'intérêt. La COSI défend une position de principe qui s'appuie sur la loi portant protection en République populaire du Bénin des personnes, de la santé des personnes. Et cet article 7 précise que tout patient a le droit d'accepter ou de refuser un acte médical. Et donc, on ne peut pas obliger quelqu'un à se faire vacciner ou à ne pas se faire vacciner. La COSI Bénin n'est pas une confédération qui est contre la vaccination. Dans le cadre de la lutte contre le Covid. Nous ne sommes pas anti-vax. La preuve, le secrétaire général que je suis est vacciné. Nos représentants sont vaccinés. Par la compréhension de ma confédération, le pass sanitaire ne signifie pas
le carnet de vaccination. En tout cas, ne devrait pas signifier le carnet de vaccination. Pour la simple raison que nous reconnaissons tous, les scientifiques et nous-mêmes, le vaccin ne protège pas à 100%. Le vaccin n'empêche pas qu'on puisse attraper le virus. Alors, au nom de quoi, moi qui ai fait mon vaccin, je n'ai pas été testé à l'entrée, je suis là. Je peux quand même vous contaminer. Donc pour moi, pour la CSA Bénin, le pass sanitaire devrait signifier ou le carnet de vaccination ou le test récent qui montre que l'individu qui veut participer à la réunion est sain. Et la réaction du ministre de la Santé à ce sujet ne s'est pas fait attendre. Je voudrais d'entrée de jeu dire que c'est une interprétation erronée. S'il est vrai qu'en situation normale, chaque individu a le droit de décider ou de refuser un traitement, il est également prévu dans la même loi aux articles 58 et 59, et je vous lis in extenso ce qui suit. Article 59, toute personne vivant en République du Bénin ou entrant sur le territoire béninois se soumet aux vaccinations obligatoires. Un décret pris en compte précise les modalités d'application de l'alinéa précédent. Et à l'article 58, toute personne atteinte de maladies transmissibles et contagieuses à potentiel épidémique, susceptible de constituer un danger pour la santé des populations, se soumet à un traitement hospitalier ou ambulatoire. Ce traitement est gratuit. Se soumet à un traitement hospitalier ou ambulatoire. Les sujets contacts sont soumis à un contrôle médico-sanitaire conformément aux dispositions législatives et réglementaires. À partir de ces deux articles, vous comprenez aisément que le gouvernement est en droit d'imposer le traitement en situation d'épidémie. Et nous sommes justement en situation d'épidémie, donc l'article que vous avez évoqué n'est pas applicable. En clair, la date du 20 septembre 2021 est retenue au plan national pour la rentrée officielle. Des négociations entre les deux parties vont se poursuivre dans les tout prochains jours, a rassuré le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Voilà, c'était donc la rencontre que le gouvernement a eue avec les partenaires sociaux vendredi dernier. Monsieur Apollinaire Afewe, vous qui représentez l'UNSTB ici. Et donc, 3 points étaient à l'ordre du jour au cours de cette rencontre. Le premier qui concerne les divergences effectuées pour une bonne rentrée 2021-2022. Et donc, vous êtes d'accord avec nous que le gouvernement a, à la date d'aujourd'hui, à l'instant où nous parlons, joué sa partition. Voilà pourquoi tout est clair pour que la rentrée démarre, de toute façon. Effectivement, à l'ordre du jour de la rencontre qui a commencé le vendredi dernier, il y a 3 points à l'ordre du jour. Et donc, c'est le premier point qui a été abordé en ce qui concerne les diligences qui ont été effectuées par le gouvernement dans le cadre de la rentrée. Je dois dire que dans les normes de l'éducation, la préparation d'une rentrée répond en réalité à certaines exigences, notamment la disponibilité des salles de classe, la disponibilité du personnel enseignant, la disponibilité, n'est-ce pas, du personnel d'encadrement, la disponibilité du personnel administratif scolaire et la disponibilité des intrants. Quand on parle des intrants, on parle de la subvention qui permet, n'est-ce pas, d'acheter les fournitures dans les écoles. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, nous avons pu respecter toutes ces normes? Je pense que même s'il y a des efforts qui ont été faits, nous ne pouvons pas aujourd'hui dire que tout est nickel dans notre pays, dans la mesure où de l'administration, par exemple, du ministère de l'enseignement secondaire, on nous apprend que nous avons un déficit d'environ 5000 salles de classe pour que les enfants, les élèves puissent être dans de bonnes conditions, qu'on arrête avec les classes volantes, etc. Quand on sait également qu'aujourd'hui, le recrutement ne suit pas. Il y a le système de l'aspirana qui est là. Et nous, partenaires sociaux, nous avons des griefs contre ce système. Et nous allons y revenir tout à l'heure. Et je pense qu'il y a des efforts qui ont été fournis. Je peux reconnaître l'effort fourni pour les mutations, les nominations au niveau du secondaire, par exemple, qui sont venues avant la pré-rentrée. Nous pouvons également reconnaître le fait qu'un quart, n'est-ce pas, des subventions ont été mises à la disposition des écoles pour permettre
d'acheter les fournitures scolaires, mais toujours est-il qu'il reste à faire. Et ça, nous allons les aborder. Tout compte fait, ce qui est fait jusque-là vous permet au monde éducatif de démarrer la rentrée de façon très apaisée et rassurante. De façon rassurante, je ne dirais pas, mais la rentrée va démarrer. Oui, la rentrée va démarrer. Oui, professeur Sabo Fano, consultant en éducation, oui, vous avez observé tout ceci. Oui, voilà, la vie, bien sûr, du syndicaliste. En tant que consultant en éducation, est-ce que ce qui est fait, l'effort fait par le gouvernement à la date d'aujourd'hui, n'est-il pas suffisant, appréciable pour que les choses démarrent et qu'à la longue, au cours du chemin, que le reste soit discuté? Bon, j'ai l'habitude de donner des formes imagées pour caricaturer un peu ce que je dis. Vous savez, quand on veut faire démarrer une voiture, on ne passe pas toutes les 3 ou 4 ou 5 vitesses en même temps. Il y a toujours une première, une seconde, une troisième, ainsi de suite. Et j'estime et j'espère que les dirigeants, les gouvernants, ceux qui dirigent le système éducatif sont en train de mettre les bouchées doubles pour que la rentrée ait effectivement lieu, quitte à ce que, à la rentrée ou après la rentrée, on puisse se rasseoir pour continuer de débattre des points essentiels qui n'ont pas encore trouvé une satisfaction particulière. Parce que lorsqu'on dit par exemple que un quart de la subvention a été mise à la disposition. Bon, ça c'est le syndicaliste qui a parlé. Oui, j'ai ouï dire qu'il y a une partie de la subvention. Ne dit pas vrai, mais c'est le syndicaliste qui a parlé. J'ai ouï dire qu'il y a une partie de la subvention qui a été mise à la disposition des établissements. Vous savez, quand on était aux affaires, il nous arrivait de commencer l'année scolaire sans le moindre copec, sans la moindre subvention. Je ne dis pas que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, non. Mais lorsqu'il y a un effort de ce genre qui est fait, lorsqu'il y a un effort qui est fait pour que tous les enseignants qui sont mutés puissent rejoindre leur poste avant même qu'on ne commence la pré-rentrée, je crois qu'on peut alors se targuer de dire il y a espoir. C'est vrai, tout n'est pas au beau fixe, tout n'est pas encore rose, parce que la situation de l'aspirant, personnellement, ça m'inquiète aussi. Vous savez, aujourd'hui, les aspirants au métier d'enseignant sont en train de bouder partout. Nous avons fait 9 mois. On veut que la rentrée commence vite pour que nous signions notre contrat afin de commencer à toucher. Il y a 3 mois qui sont en l'air. Personnellement, quand j'apprends ça, je suis blessé dans ma chair parce que je ne suis pas seulement directeur d'établissement. J'ai été syndicaliste pendant au moins 14 ans et je crois que c'est des luttes qu'on mène. Mais lorsque les dirigeants prennent langue avec les partenaires sociaux à temps, avec le respect qui est dû à leur rang, je crois qu'on peut discuter de ces choses et s'assurer que la rentrée sera apaisée et que même l'année scolaire sera apaisée parce que les parents aujourd'hui jubilent. Les effectifs dans les établissements publics ont commencé à augmenter parce que tous ceux qui ont mis leurs enfants dans le privé n'avaient pas toujours les moyens. Ils ont fui le public à cause des grèves perlées et intempestives. Maintenant qu'il y a une situation apaisée, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se donnent un peu plus de confiance pour que leurs enfants retournent là-bas. Il ne faudrait pas que cet équilibre soit bouleversé parce que les partenaires sociaux ne se seraient pas accordés ou n'auraient pas accordé leur violon avec les responsables du système éducatif. Donc voilà ce que je pense à chaud. J'ai bon espoir. Je dis, quand on dit à quelqu'un, quand on dit par exemple à fond, même s'il est à moitié du travail qu'on attend de lui, le Ena Tchenoué lui permet de dire ah donc on reconnaît l'effort que je fais, donc je vais faire plus. C'est ça un peu ma philosophie. Et c'est pour cela que je dis quand quelqu'un a fait un effort, disons-lui c'est pas mal, c'est bon, vraiment c'est bon, vas-y. Plutôt que de se dresser comme des cheveux sur la tête d'un chauve face aux dirigeants, de sorte qu'on a toujours l'impression qu'il y a cette guéguerre, qu'on est à couteau tiré. Non, la nation béninoise est pour tous les citoyens béninois et tout le monde doit contribuer à ce que la situation soit bonne pour et les enseignants et nos enfants, parce que la relève, c'est eux. Bien sûr. Donc forcément, je ne jette la fleur ou l'anathème sur personne, mais moi je vais être vraiment impartial pour dire il faut régler
de la façon la plus correcte la situation de ces hommes qui sont sacrifiés jour et nuit et qu'on appelle enseignants. Très bien. Monsieur Epiphane Azon, président de la FENAPEB, oui, vous avez suivi aussi la réunion, le rapport, les points qui ont été débattus. Alors, en tant que président de cette fédération, alors, avez-vous la même appréciation de l'effort de ce qui est fait, mis à part qu'on soit devant les syndicalistes, ce qui est fait pour que la rentrée soit vraiment effective et que, puisque depuis quelques années, c'est à cela que nous assistons, les parents sont heureux de mettre les enfants dans les écoles, même les publiques. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bon, ce que je retiens, c'est que le 20 prochain, la rentrée aura lieu. Oui. Maintenant, les cours vont démarrer de toute façon. Oui, les cours vont démarrer. Bon, la rentrée aura lieu. Les cours vont démarrer le premier jour. On le dit, mais ce n'est pas souvent vérifié. Ce n'est pas souvent exact que les cours démarrent le premier jour. Ce n'est pas souvent exact. Parce que il continue d'avoir déficit d'enseignants. Il continue d'avoir déficit de salles de classe. Bon, tout ça là, je ne sais pas comment l'administration des écoles est en train de s'arranger pour que, surtout au secondaire, il y aura suffisamment de difficultés à... Ah bon, vous voyez qu'est-ce que vous faites? Oui, parce que 92% ou bien 84% de réussite au CEP, les collèges devront accueillir tous ceux-là. Tout cela. Donc, ce n'est pas Jojo. Je crois que l'administration, les diverses administrations scolaires... Qu'est-ce que votre association, votre fédération fait déjà pour accompagner le gouvernement? Parce que là, c'est un fait que nous constatons, oui, ce flux d'élèves que ces écoles, ces directeurs vont recevoir. Ce que nous faisons déjà, c'est de payer à temps la contribution scolaire. Évidemment, en 6e, vous ne pouvez pas entrer dans votre salle, avoir votre salle de classe sans avoir payé. Donc, c'est ça. En 6e, c'est ça. C'est ça. Maintenant, les autres classes peuvent attendre jusqu'en décembre, au premier trimestre. Certains filent entre les doigts jusqu'en fin d'année. Surtout que depuis quelque temps, il n'y a plus ça en réalité. Il n'y a plus ça, quoi. Il n'y a plus ça, quoi. Oui, que des classes attendent jusqu'en décembre, jusqu'en janvier. Oui. Non. Certains continuent de présenter des excuses. Bon, les doigts ne sont pas égaux, dit-on. Certains continuent de présenter des excuses. Mais pour la 6e, je ne sais pas si il y a suffisamment de salles de classe pour accueillir tout cela. Bon, et est-ce que, si ce n'est pas le cas, est-ce que les écoles privées sont outillées pour accueillir l'excédent? Donc, ça, c'est un véritable casse-tête. Tant pour nous, parents, que pour les administrations scolaires. Parce que nous nous demandons, il est classé là, mais est-ce que réellement il pourra avoir de salles de classe, ou bien on lui demandera de venir suivre des cours de 13h à 15h? Vous voulez parler des classes volantes? Oui, des classes volantes. C'est sûr qu'on ne peut pas contourner ça. Oui, mais est-ce que le fait, pour la FENAPEB, le fait de payer à temps les droits de scolarité suffisent pour accompagner? Il y a des initiatives que votre association, que votre fédération prend au niveau de chaque école pour contenir le flux, parce que c'est important, c'est un phénomène cyclique que nous vivons chaque année. Oui, mais est-ce que nous allons construire des modules de classe? Non, mais dans le secondaire, par exemple, c'est les parents d'élèves qui commencent. C'est eux qui payent les contributions scolaires. C'est ça. La gratuité, c'est au niveau du primaire. Bon, au niveau du secondaire, jusqu'en 3e, les filles sont exemptées. Mais c'est nous qui payons les contributions scolaires. Alors, c'est ça qui permet à l'administration scolaire de démarrer l'école. Et puis, les subventions que l'État met à la disposition du secondaire, il faut attendre mai ou juin là-bas. Une subvention, ce n'est pas en fin d'année que ça doit arriver. Bon, donc, c'est les contributions scolaires que les parents payent pour chaque enfant inscrit qui permettent plutôt à l'administration scolaire de tourner.
Très bien. C'est cela. C'est cela. Oui, au cours de la rencontre, les ministres en charge de l'éducation suffisamment, surtout celui de la formation technique et de l'enseignement secondaire, a suffisamment expliqué le plan qui est mis en place, même celui de l'enseignement maternel, pour permettre une rentrée apaisée, c'est-à-dire le nombre d'aspirants qui ont été recrutés, ceux qui sont déjà dans la base, les concours qui seront lancés, les nouveaux responsables d'établissement qui sont nommés, autant d'actions qui ont été menées pour que aujourd'hui, c'est vrai, chaque entrée constitue un lot de problèmes pour autorité, le monde éducatif, mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui est fait. Vous l'avez tous écouté au cours de la rencontre, monsieur Afewi. Oui, monsieur le journaliste, j'ai reconnu tout à l'heure qu'il y a un effort qui a été fourni, mais ce n'est pas parce qu'il y a un effort fourni que nous allons nous taire par rapport aux problèmes qui existent. C'est ce que j'avais commencé par dire. Et donc, reconnaissons qu'il y a un effort qui a été fait à certains niveaux, mais l'effort n'est pas encore totalement fait à tous les niveaux. Lorsque je prends par exemple l'enseignement primaire, les mutations nationales en ce qui concerne les fonctionnaires, les enseignants permanents et contractuels sont attendues jusqu'à présent. Les mutations départementales sont attendues jusqu'à présent, alors que dans le calendrier, n'est-ce pas, de la pré-rentrée, la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire le jeudi, n'est-ce pas, est destinée au conseil de classe. Et donc les enseignants ont été répartis dans les classes, ont reçu leur lot de fournitures. Et c'est dans cette situation qu'il faudra attendre encore des mutations. Et donc ces enseignants qui seront appelés à évoluer dans d'autres écoles et autres, vous reconnaissez quand même que s'il y a un effort qui est fourni à certains niveaux, ce n'est pas encore général. Et nous sommes là pour reconnaître ce qui a été fait, mais également pour relever ce qui reste à faire, afin que les autorités puissent, n'est-ce pas, ne pas penser que tout est déjà rose et que on peut se frotter les mains. Oui, la question des aspirants, oui, c'est quand même une question très fondamentale, très importante. Aujourd'hui, les autorités au plus haut niveau réfléchissent à comment pouvoir, les établissements, les salles de classe d'enseignants d'autres disciplines, beaucoup. Il y a un travail qui est en train d'être fait, M. Azon Epiphane. Bon, il y a un travail qui est en train d'être fait. Je souhaite que ce travail aille jusqu'au bout. Parce que si après ça, nous constatons que certaines classes sont sans enseignants, au secondaire, certaines classes sont sans professeurs, c'est un peu embêtant. Parce que ce que nous souhaitons, nous parents, c'est que dans la classe de l'enfant, qu'on constate que le maître est devant ou bien le professeur est là pour enseigner. Mais lorsqu'on dit, bon, jusque-là, jusqu'en décembre, nous n'avons pas trouvé de professeur de mathématiques, de physique, nous n'avons pas trouvé de professeur d'anglais, ainsi de suite. Si vous avez tous les professeurs et que certains professeurs manquent, si vous avez certains professeurs et d'autres manquent, ça veut dire que vous n'avez pas tous les professeurs. Et je ne sais pas comment est-ce que l'enseignement se donnera au complet et permettre à cet enfant de passer en classe supérieure. Donc, il y a ce casse-tête, oui, ce souci permanent au niveau des parents. Et puis, bon, je ne comprends pas, hein. Il n'y a pas ce régime qui est totalement réglé le problème de déficit d'enseignants, de déficit de salles de classe jusqu'à présent. Bon, vous savez, en 1978, j'ai connu les jeunes instituteurs révolutionnaires. Ça veut dire que le déficit est depuis déjà 1978, c'est déjà fait sentir. Et peut-être bien avant. Et peut-être bien avant. Bon, la révolution avait trouvé ce palliatif, mais je constate que c'est continuel, ce casse-tête-là pour tout régime. Pour tout régime. Je ne comprends pas. Voilà. Je ne comprends pas. Très bien. Or, il faut ça quand même. Il faut ça quand même pour que... enfin, ça, c'est... L'école, c'est le développement. Très bien. Oui, Monsieur Sagbo Fanou, oui, vous avez été directeur d'école, responsable syndical. Comment, face à ces genres de situations, comment est-ce que vous arrivez à
régler ça, pallier à cela, pour que quand même les élèves retrouvent leur classe, que les enseignants soient aussi présents? C'est vrai. Comment est-ce que vous arriviez à le faire? Bon, il faut dire que ce n'est pas aisé. J'ai l'habitude de comparer le système éducatif à un puits qu'on veut remplir d'eau. Vous ne pourrez jamais le remplir, ce puits-là. Quel que soit le régime, jusqu'en l'an 3000 ou en l'an 4000, on n'aura pas résolu le problème du déficit des enseignants. Tout simplement parce que la démographie évolue à un rythme qui est plus fort que la gestion ou la formation des enseignants qualifiés. C'est clair, ce ne sera pas facile. Et lorsque vous avez prévu que dans votre établissement, vous allez prendre 3000 élèves et que dans chaque classe, il y aura maximum 50 élèves, lorsque vous recevez 4000 élèves pour des flux que vous n'avez pas maîtrisés ou bien pour des flux imprévus, vous avez prévu 3000, vous avez 4000. L'effectif va augmenter dans ces classes. Vous allez commencer peut-être à penser à de nouvelles classes. Mais ce n'est pas aussi aisé que ça, hein, la construction de nouvelles classes. Bon, il faut dire que les États ou bien les gouvernants qui nous ont précédés jusqu'à une date récente n'ont pas toujours anticipé. Je ne dis pas que cette fois-ci l'anticipation est garantie, non. Mais ce que nous disons sur ce plateau, ce que les partenaires sociaux sont en train de dire depuis des années, ce que les parents d'élèves disent, si cela n'est pas pris en compte pour commencer des cas d'anticipation, dans 20 ans, 30 ans, on sera encore en train de parler de manque de professeurs qualifiés, parce qu'il y a des professeurs peut-être, il y a des enseignants, mais est-ce que tous les enseignants sont qualifiés? Pour leur qualification, c'est encore les gouvernements. Est-ce qu'on ne remarque pas que d'année en année, depuis 2007, d'année en année, il y a cette amélioration qu'on est en train d'observer? Parce que vous reconnaissez là, tout de suite, M. Afewe, M. Azon et M. Sabofanou, qu'il y a un effort qui est fait, que la question de l'éducation d'effectifs de salle de classe, ce sont des questions épineuses. Vous savez, tous les gouvernants pris dans le cadre du développement du système scolaire sont comme des coureurs de fond ou même des coureurs de vitesse. Si on applaudit parce qu'ils courent bien, ce n'est pas une raison pour que, en voyant la ligne d'arrivée, ils ralentissent. Non, on va les coiffer sur la ligne d'arrivée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les dirigeants doivent se dire, nous allons continuer de faire les efforts. Il faut toujours associer les partenaires sociaux, il faut toujours associer les inspecteurs, tous ceux qui sont concernés, tous les acteurs du système éducatif, il faut toujours leur faire le droit de les associer, le devoir de les associer pour que la réflexion soit commune et qu'il n'y ait pas de ronchonnement par-ci, par-là, parce que d'aucuns qui ont des spécialités bien avouées n'auraient pas été associés pour apporter leur grain de sel. Donc, il y a effectivement, je vous dis par exemple qu'aujourd'hui, si lui il est directeur dans un établissement et que moi je suis directeur ailleurs, je ne peux pas lui envoyer un élève sous prétexte que c'est un jeune à moi et il vient de faire une fois la classe de terminale, mais il a échoué au bac, alors il faut qu'il me l'accepte là-bas. Autrefois c'était facile, mais alors que l'enfant là a déjà fait 3 fois la classe de terminale, lui ne le sait pas. Ce sont là des réformes que nous applaudissons. J'en viens. Okay. Donc, lui ne le sait pas. Moi, je sais que je lui envoie un enfant qui a déjà fait 3 fois la terminale. Innocent, avec la complicité de notre amitié, il prend cet élève. Aujourd'hui, ce n'est plus possible avec l'Éduc Master. Je mets ça sur le compte des choses qui n'existaient pas et qui ont commencé à exister. Ce n'est pas seulement ce cas. Maintenant, je suppose, moi j'ai toujours dit, tel que les choses évoluent avec les infrastructures routières, je suppose qu'à un moment donné, il y aura un bémol pour renvoyer cet effort-là vers la construction des classes, parce qu'aujourd'hui, il y a les infrastructures routières, il y a les marchés, des marchés modernes qui sont en train d'être construits. À un moment donné, quand on va finir de construire ces marchés, on va dire, bon, on attend encore 10 ans pour construire d'autres marchés. Non, il faut converger maintenant vers le système éducatif où le déficit en classe, en infrastructure est toujours d'actualité. Des classes... Nous sommes présentement dans cette affaire de Covid là, avec la pandémie, on dit il faut une distanciation. Oui. Maintenant, dans les classes que nous avons, où on a 80 élèves dans une classe de quelques mètres carrés, où on a 70 élèves, où on a même parfois plus de 90 élèves, comment est-ce qu'on va juguler, comment est-ce qu'on va régler ce problème pour qu'il y ait moins de problèmes par rapport à la contamination, tout ce que vous voulez. Donc, c'est dire que le déficit en infrastructure, le déficit en enseignants et en enseignants qualifiés
c'est quelque chose qu'il faut commencer à résorber par anticipation pour que les partenaires sociaux se rendent compte que, c'est vrai, l'année passée, nous avons dit ci et ça. Mais nous constatons que les gouvernants ont fait un effort et cette année, le déficit a été réduit. Ça veut dire que si on continue sur cette lancée, on va arriver à un moment où le déficit sera maîtrisé, on aura moins de problèmes. Parce qu'il ne faut pas que les succès que nous avons, le président de la FENAPEB a dit tout à l'heure 84% au CEPE, je crois. Mais écoutez, il ne faut pas qu'on descende. Il ne faut pas qu'on perde les 80 et quelques % du BPC. Il ne faut pas qu'on perde les 64% du bac. Il faut qu'on aille plutôt de l'avant, qu'on aille à des pourcentages plus élevés. Mais la condition, c'est qu'on ne régresse pas par rapport à tout ce qui nous a permis d'avoir ces pourcentages. Régresser en parlant d'enseignants, régresser en parlant de la qualité de l'enseignement, régresser en parlant des infrastructures. Si on régresse d'un petit pouce, on n'aura pas ces résultats. Donc moi, personnellement, je milite pour que ce qui se dit du côté des partenaires sociaux ne soit pas vu comme des revendications vaines, mais que cela soit pris en compte comme... On dirait que c'est un ancien syndicaliste qui est en train, oui, c'est-à-dire il faut en train de parler. Il faut qu'on se dise que tout cela est dit pour... Vous reconnaissez que syndicalistes enseignants ne sont jamais satisfaits de ce qu'on... de l'effort ou des efforts... Il y a de l'objectivité dans ce qui est dit là. C'est pas toujours ça que des syndicalistes se parlent comme ça. Où le syndicaliste dit, nous reconnaissons qu'il y a eu des efforts qui sont faits. Mais ce n'est pas une raison pour qu'on nous empêche de dire ce qui n'est pas encore fait. Justement, c'est ça l'objectivité syndicale. Le syndicalisme, ce n'est pas montrer à tout le monde qu'on bombe le torse pour affronter le pouvoir. Non, le syndicalisme aide le gouvernement, les dirigeants à aller de l'avant. C'est pour cela qu'on parle de partenaires sociaux. C'est des partenaires avec lesquels il faut forcément discuter. Quand c'est bon, ils vous disent, monsieur le ministre, franchement, félicitations, c'est bon. Mais il reste le pain là. Si le ministre dit, mais écoutez, vous êtes trop exigeant, on a déjà fait ceci. Ah non, jamais. Il faut que le ministre dise, vous avez raison. Ce qui reste là, nous allons encore discuter de ça dès qu'on aura réglé ceci. Voilà un peu ma façon ma pédagogie à moi. Très bien. Oui, monsieur Apollinaire Afewe, aujourd'hui, il y a l'autre question qui a été discutée au cours donc, de cette rencontre et qui fait partie des points essentiels pour la rentrée. Il s'agit donc du pass vaccinal. Oui, vous me permettrez, monsieur le journaliste, avant d'en venir à la situation de la vaccination, de dire un mot par rapport à l'aspirana. Vous savez, l'aspirana aujourd'hui constitue ou représente un danger pour le système éducatif. Et pas seulement pour le système éducatif, un danger pour les travailleurs en général. D'abord, c'est une manière de précariser l'emploi. Mais au-delà de la précarisation de l'emploi, vous savez, le système de retraite que nous avons dans notre pays est tel que ce sont ceux qui sont en activité qui cotisent pour ceux qui sont à la retraite. Alors, aujourd'hui, nous constatons que les permanents, les fonctionnaires et les contractuels ne sont plus recrutés au niveau de l'enseignement. Et ceux-là qui sont recrutés, qui en réalité sont utilisés en réalité comme des enseignants par défaut. Par défaut, parce que lorsque au cours de l'année... Est-ce qu'on peut toujours parler d'enseignants par défaut aujourd'hui? C'est des gens qui ont opté pour ce métier. Vous pensez que les jeunes qui s'adonnent aujourd'hui à l'aspirana, lorsqu'ils trouvent mieux, vont rester dans l'aspirana lorsqu'on les paye 9 mois sur 12 et qu'ils doivent se débrouiller pendant 3 mois? Ils le font parce qu'ils n'ont pas encore trouvé mieux. Et ça, c'est une situation générale, internationale, c'est le chômage, etc. Des situations que chaque État... Monsieur le journaliste, vous allez au Niger à côté, le Niger a opté pour la contractualisation. L'État s'est assuré, le gouvernement s'est assuré de la qualité de ces enseignants parce qu'il y a des tests qui sont organisés et autres. Mais qu'est-ce qui empêche qu'on signe un contrat de 12 mois avec ces enseignants-là? Et c'est un contrat de 9 mois, c'est un contrat de 9 mois qui sont soumis. C'est un problème. Et donc, si ça continue, qu'on ne recrute pas, vous savez que dans la fonction publique, les ministères à gros effectifs, c'est les ministères de l'éducation et autres. Et donc, si ça continue, c'est que les cotisations pour pouvoir payer les retraités vont progressivement diminuer. Et il y a une étude qui a été faite en 2008
et qui a prouvé que le gel du recrutement sur un certain nombre d'années, 8 à 9 ans, entraînera un déficit tel que le gouvernement sera obligé de payer des pensions de façon dégressive. C'est-à-dire que vous commencez votre retraite normalement, mais votre pension diminue progressivement jusqu'à finir au bout de 10 ans ou de 15 ans. Et là, vous savez qu'aujourd'hui, dans notre pays, lorsqu'un travailleur fonctionnaire va à la retraite, c'est au moins avec 2 maladies. Et qu'il a besoin de beaucoup plus de ressources pour se faire soigner. Et aujourd'hui, ça a été réglé. Et donc, vous allez à la retraite, vous avez votre pension 1 mois après, 2 mois après, aussitôt. Comprenez ce que je dis. Je D'accord. ne parle pas d'aujourd'hui. Je regarde dans l'avenir. Dans l'avenir, oui, d'accord. Et donc, même pour l'éducation, je l'ai dit, l'aspirant, il est là parce qu'il n'a pas encore trouvé le mieux. Dès qu'il trouve le mieux, il va partir. Imaginez-vous que celui-là, c'est un enseignant bien qualifié, qui a les compétences qu'il faut. Et parce qu'il ne se retrouve pas dans une situation aisée, dans une sécurité de travail, décide de partir. Mais c'est une perte pour l'éducation. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, les autorités gouvernementales doivent pouvoir réfléchir convenablement à la situation et commencer par régler, comme l'a dit tout à l'heure M. Fanou, régler progressivement ce problème de déficit qui aujourd'hui, au lieu de reculer, augmente chaque fois. C'est ça. Ouais, pour en revenir à la question de la vaccination contre la pandémie, je dirais que en réalité, le gouvernement a pris l'option d'aller vers une obligation parce que même en dehors des agents de santé pour qui il est formellement décidé d'exiger, de les obliger de se faire vacciner, les autres également, on sent qu'il y a, n'est-ce pas, une certaine pression qui sont menées en dehors même des prises de position officielles. Et donc, moi je pense que, comme l'a dit l'UNSTB, nous avons fait une sortie par rapport à cette affaire de vaccination. Nous pensons que la communication qui est faite par le gouvernement autour du vaccin, la manière dont la crise est gérée, fait qu'aujourd'hui, il y a des réticences. Moi, je me suis amusé un peu à rechercher les statistiques. À la date du 9 septembre 2021, nous avons 152 669, n'est-ce pas, béninois ou bien citoyens du Bénin qui ont reçu une dose du vaccin. Ça fait environ 1,3% de la population. Ceux qui ont reçu 2 doses, les 2 doses, c'est 42 212, soit 0,4%. Et nous avons commencé cette campagne de vaccination depuis avril. Mais pensez-vous que les Béninois veulent mourir? Personne ne veut mourir. Mais si on dit qu'on veut vous sauver et qu'il y a une réticence, parce que ces chiffres-là, en réalité, montrent que la vaccination n'a pas pris. Et donc, c'est pour dire qu'en réalité, le gouvernement devrait, n'est-ce pas, réfléchir à la manière dont il communique par rapport à la question de la vaccination. Associer, n'est-ce pas, à la gestion de la pandémie, les leaders d'opinion. C'est important parce qu'aujourd'hui, nous n'entendons que la voix du gouvernement. La communauté scientifique du Bénin, l'ordre des médecins, il faudrait que les gens nous parlent. Aujourd'hui, pour avoir des informations, les citoyens sont obligés d'aller rechercher les informations sur les réseaux sociaux et autres. Et dans ces conditions, vous savez que avec ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit à l'international ou ici au Bénin, mais les informations qui ne sont peut-être pas fondées amènent les gens à être réticents. Et donc, il faut changer de méthode. Il faut pouvoir sensibiliser comme cela se doit. Il faut appeler les acteurs sociaux, les acteurs de la société civile, leur expliquer les choses, leur donner les informations qu'il faut. Et à partir de ce moment, chacun pourra jouer sa partition. Mais aujourd'hui, ce n'est que le gouvernement qui demande d'aller se faire vacciner. Et même
Comment? De toute façon, lorsque le gouvernement, la vaccination, lorsque le gouvernement, non, vous répondez à ma question pour rassurer au moins les uns les autres. Vous n'êtes pas contre la vaccination. Que moi, je ne suis pas contre la vaccination. Voilà. Mais pour faire adhérer la population, il faut une certaine pédagogie. Et c'est de cela qu'il s'agit. Et donc, je dis que lorsque le gouvernement fait signer un engagement, un imprimé dans lequel il est dit que les citoyens s'engagent à ne pas porter plainte contre le gouvernement et à ne pas porter plainte contre le fabricant lorsqu'il y aura des effets secondaires, mais comprenez que le citoyen qui est censé être protégé par le gouvernement sera réticent. Et dans ces conditions, est-ce qu'on peut obliger le travailleur à aller se faire vacciner? Tu dis, tu dois aller te faire vacciner. Mais si quelque chose t'arrive, je ne suis pas responsable. Je pense qu'il y a un problème à ce niveau-là. Et c'est ça qui, en réalité, explique les réticences que nous avons sur le terrain, ajouté au fait que nous avons l'impression aujourd'hui qu'il n'y a pas une gestion inclusive. Merci beaucoup, de la pandémie. Monsieur Epiphane Azon, votre avis sur la question le pass vaccinal aujourd'hui, discuté au cours de cette rencontre, c'est un point très important par rapport à cette rencontre. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Mais avant, il faut quand même que je dise un mot par rapport à l'aspirana, comme un sujet de l'UNSTD l'a fait. Hein? Bon, lorsqu'on me dit aspirant au métier d'enseignant, c'est-à-dire c'est AME, hein? Et au recrutement, ceux qui ont composé, c'est des professeurs certifiés, c'est des enseignants qui ont fait, c'est ceux-là qui ont fait l'école normale, des instituteurs qui ont le CAP, qui ont leur bac, qui ont le CAP. Je crois que c'est tout ça là qui est exigé. Mais est-ce que ceux-là sont aspirants au métier d'enseignant ou bien ils sont aspirants à la fonction publique? Parce qu'ils sont déjà enseignants. Ils sont déjà enseignants. Ils ont fini leur formation. Ils attendent d'exercer. Donc ceux-là ne sont plus aspirants. Hein. Ils ne sont plus aspirants. Il faut qu'on s'entende. Et puis là, nous, parents, c'est ceux-là qui sont en train d'être appelés aspirants aujourd'hui. C'est ceux-là sur qui nous avons lourdement investi pour qu'ils fassent des écoles normales supérieures ou des écoles d'instituteurs. Et lorsqu'on les traite comme ça, nous sommes peinés. D'abord, l'appellation me gêne beaucoup. Ce n'est pas des aspirants au métier d'enseignant, mais c'est des aspirants à la fonction publique. C'est-à-dire, tout doucement, ils veulent intégrer la fonction publique. Là, c'est ça qui est clair dans leur tête. Mais disons qu'il faut passer par un cheminement et ils ont accepté. Mais jusque-là, quand même, est-ce qu'il ne faudrait pas apprécier ce qui est déjà fait? Si rien n'était fait, parents, les enfants ont étudié, ils n'ont pas trouvé de boulot. On serait en train de se plaindre. J'avoue que je félicite le gouvernement d'avoir absorbé un certain nombre de diplômés sans emploi qui sont sous nos bras, nos parents. J'avoue que je félicite le gouvernement. Mais l'appellation continue de me gêner. Il faut changer l'appellation et il faut voir s'il ne faut pas recruter pour que chaque école ait son maître. Chaque classe plutôt ait son maître. Ou bien chaque classe au niveau du secondaire ait son professeur. Et tous les professeurs qu'il faut pour cette classe-là. C'est très important et c'est à ça que nous nous attendons. Au quotidien, les responsables des autorités sont à la tâche et réfléchissent à la chose. Tout à fait. Mais la réflexion, elle est très lente et timide. C'est vous qui jugez ça, c'est votre jugement. C'est ça. C'est votre appréciation. J'ai hâte que tout se passe et que les enfants soient devant leur... soient face à eux, qu'ils aient leurs enseignants et leurs maîtres. Très bien. Voilà. Bon, maintenant, par rapport au vaccin, moi je crois que si c'est ça qu'il faut pour vivre un peu longtemps, on ne doit pas s'en passer. Seulement, je constate que la communication a péché. Parce que les réseaux sociaux ont de l'avance sur le gouvernement qui impose ce vaccin-là à tout citoyen. Les réseaux sociaux, mais vous voyez... Faudrait-il écouter aujourd'hui les réseaux sociaux? Oui, mais... Faudrait-il faire foi à tout ce qui... Mais qu'on veuille ou pas, nous sommes à l'ère de l'Android et on ne peut pas ne pas fouiller un peu.
et on voit quelqu'un qui, après le vaccin, a les lèvres lippues, la tête aussi grosse que chose là, et puis ça fait peur. Vous savez aujourd'hui qu'avec l'informatique, tout est le numérique, tout est possible. Oui, les déformations et autres. Bon, c'est dans la salle ici qu'en fouillant avant de venir à la table de l'émission, que j'ai constaté qu'un ami est décédé ce matin. Alors, nous n'allons pas... D'ailleurs, le gouvernement interdit de diffuser ces genres d'informations. Bon, mais qu'est-ce qu'il fait pour arrêter, pour freiner la diffusion de ces parce qu'il y a de l'intox aussi. Il y a suffisamment d'intoxication. Mais qu'est-ce qu'il fait pour décourager l'intoxication, le gouvernement? Qu'est-ce qu'il fait? Parce que l'intoxication... Le gouvernement, c'est vous et nous. Prends le pas sur la décision du gouvernement que chaque citoyen se vaccine. Alors là, est-ce qu'il faut croire aux intoxications ou bien est-ce qu'il faut croire au gouvernement? Vous, président de la FENAPEC, est-ce que vous croyez à tout ce qui est diffusé sur la toile? Vous y croyez ou vous menez de façon, vous faites le discernement? Oui, je fais le discernement, mais on m'aide à croire. On m'aide à croire. Parce que vous avez voulu croire. Bon, ce n'est pas ça. Vous avez voulu vous laisser croire. Ce n'est pas vous ça. Emporté par cette... Somme toute, il faut quand même se vacciner. Absolument. Il faut quand même se vacciner. Surtout quand on me dit que bon, le vaccin, ça ne vous empêche pas de développer la forme grave de la maladie. Voilà, et ça vous évite de mourir. Ça vous évite de mourir. C'est-à-dire, vous pouvez contracter la maladie, mais vous n'en mourrez pas. C'est ça. Hein? Bon, si c'est le cas, je crois qu'il faut aller. Moi, j'étais allé à un atelier, pas des moindres, où tous ceux qui n'ont pas leur carnet de vaccination ont été sommés de vider la salle. Bon, finalement, c'est les organisateurs seuls qui s'étaient retrouvés dans la salle. Donc, tous ceux qui devraient participer à cet atelier, c'est sur 5 jours, hein, nous avons été tous obligés de vider. Ce qui veut dire que dans le temps, vous n'étiez pas vacciné, M. Epiphanas. Oui, tout à fait. Mais ça s'impose à moi. Ça s'impose à moi parce que... En tant que président de la fédération... Ah oui, ça s'impose à moi parce que en dehors même de ce qui se passe à l'interne au pays, je vais voyager. Surtout que vous êtes à l'international. Ah oui, je vais voyager. Il y a toute une suite de voyages qui m'attendent. Et donc, je suis obligé de me faire... Ce qui veut dire que jusque-là, vous ne l'avez pas fait. C'est ce que vous je ne l'ai pas encore fait, mais dans le mois, je vais le faire. Ça, c'est clair. Demandez-moi le 1er octobre. Demandez-moi le 1er octobre. Pourquoi attendre le 1er octobre? Et si le pire arrivait avant le 1er octobre? Ce que je ne vous souhaite pas. Je prie pour que ça n'arrive pas. Très bien. Et donc, il faut en tout cas, le pass vaccinal dont on a parlé pour la rentrée, c'est quand même fondamental. Non, c'est bon. C'est quand même... Je crois qu'il faut en arriver. Il faut en arriver. Il faut que tous les acteurs du système éducatif, y compris les parents qui ont envoyé leurs enfants à l'école, il faut qu'ils aillent à la vaccination. Très bien. Monsieur Toussaint Sagbo-Fanou, le pass vaccinal, en tant que consultant en éducation, oui. Non, moi je voudrais faire mienne toutes les remarques et toutes les analyses qui ont été faites par mon cher ami Apollinaire. Et sur ce point, je vous avoue franchement que je ne pourrais rien dire sans le répéter. Parce qu'en toute chose, il faut une communication. Et quand vous parlez des réseaux sociaux qui ne sont pas fiables, qui ne sont pas lorsqu'on me dit que Pierre, que j'ai vu hier, est allé se faire vacciner parce que l'État dit de se faire vacciner et qu'il a commencé à faire une crise et qu'il a rendu l'âme ce matin et que c'est dans un groupe que nous nous retrouvons, comment on voit ça? Vous allez me dire que les réseaux sociaux ne sont pas fiables? Non, c'est une information qui passe, comme l'information qui passe à la télé. Non, donc, vous ne pouvez pas comparer les réseaux sociaux à l'information qui passe sur une chaîne de télévision. Quand on m'appelle du village pour me dire que mon oncle est décédé et que tout le monde reconnaît qu'il est allé à tel endroit, tel jour pour se faire vacciner et qu'il en est décidé, que c'est pas le vaccin qu'il aurait tué, peut-être qu'il aurait... De toutes les façons, lorsqu'on dit que Pierre est décédé suite au vaccin, il faudrait que les responsables chargés de la santé de Pierre puissent nous démontrer après que c'est faux. Chers amis, regardez, voilà la vérité. Lorsqu'on a cette vérité, suivez-moi s'il vous plaît. Lorsqu'on a cette vérité-là, c'est pas possible qu'on croit
à ce qui a été dit et qui est clair, qu'on ne croit pas en ça et qu'on croit au faux. Là, ça veut dire qu'on a d'autres idées subversives. Mais lorsqu'on a la réalité en face, il faut que ceux qui sont concernés, qui nous disent « allez là-bas », puissent nous dire, lorsque les autres nous disent « vous allez là-bas, vous allez mourir », il faut que les autres nous démontrent qu'on va là-bas sans problème. Et que c'est lorsqu'on mange par exemple de la cassa qu'on doit pas aller là-bas. C'est lorsqu'on prend par exemple une bière qu'on ne doit pas aller là-bas. Là, on sait qu'il y a des restrictions. Mais quand c'est flou comme ça, moi personnellement, je crains beaucoup pour ma vie. Je vous assure. C'est pour ça que je dis, je fais mienne toutes les remarques qu'il a faites. Et... Ce qui veut dire que monsieur Toussaint Sabofano aussi ne s'est pas encore vacciné. C'est mon moi. C'est mon moi, ça. Oui, c'est mon moi. C'est mon intimité personnelle. Peut-être que je le suis déjà, vous ne le savez pas. Mais peut-être que je ne le suis pas non plus. C'est juste une question que je... Voilà, donc je vous réserve la suite après. Très bien. Merci à vous. Je rappelle aux téléspectateurs qui nous suivent et qu'ils peuvent appeler, intervenir dans l'émission en composant le numéro qui défile au bas de leur écran. Participer, donner votre avis pour c'est une rentrée apaisée, c'est sûr, effective, et que tout se passe dans de très bonnes conditions, comme l'a voulu tous les partenaires, tous les acteurs impliqués dans la question de l'éducation. Monsieur Afewi Apollinaire, oui, aujourd'hui, de toute façon, nous, partenaires sociaux que vous êtes, vous, c'est vrai, de toute façon, jamais satisfait, ça c'est pas un jugement, jamais satisfait de ce qui est fait, toujours réclamé dans la posture du syndicaliste, réclamation, revendication, à un point fini. Non, mais monsieur le journaliste, je ne serai pas d'accord avec vous. Non, mais c'est pas un jugement. Oui, je ne serai pas d'accord avec vous si vous pensez que le syndicalisme, c'est le fait de réclamer pour réclamer. Voilà. C'est des problèmes. On me signale qu'il y a un téléspectateur en ligne. Bonsoir, téléspectateur en ligne. Allô? Oui, téléspectateur en ligne, bonsoir. Vous appelez d'où? Dites-nous votre nom. Oui, votre nom, vous appelez d'où, s'il vous plaît? On m'appelle Kouton Paten. Oui, Kouton Paten, vous appelez d'où? J'appelle depuis Calavi. D'accord, nous vous écoutons. Paten, nous vous écoutons, allez-y. Voilà, quelques ennuis techniques avec Kouton Paten qui n'arrive pas à nous recevoir. Certainement qu'il nous reçoit. Nous n'avons pas le retour. Paten, Kouton, toujours en ligne. Voilà, le temps de le retrouver ou retrouver un autre téléspectateur. Oui, monsieur Afé, oui, nous vous écoutons. Et je disais donc qu'en réalité, présenter le syndicaliste comme celui qui réclame pour le plaisir de réclamer, ce temps est dépassé. Aujourd'hui, des problèmes sont posés. Il s'agit pour nous d'analyser ces problèmes-là et de voir s'ils ne sont pas objectifs. Je ne sais pas si parmi les quelques problèmes que j'ai relevés sur ce plateau, vous pouvez dire que ces problèmes-là ne sont pas objectifs. C'est de cela qu'il s'agit. Le syndicaliste, comme l'a dit tout à l'heure le doyen Fanou, c'est un partenaire social. C'est un partenaire social. Très bien. Téléspectateur en ligne. Allô? Téléspectateur en ligne, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, très bien. Votre nom, s'il vous plaît, vous appelez d'où? Oui, c'est monsieur Kouton Paten qui est revenu. Très bien. Nous vous écoutons, monsieur Kouton. Monsieur Kouton Paten, vous êtes en ligne, on vous écoute, s'il vous plaît. Oui, je voudrais d'abord saluer le plateau, je salue le journaliste, je salue tous ceux qui sont sur le plateau et je voudrais intervenir. Allez-y, nous vous écoutons, oui. Oui, je voudrais demander aux représentants qui sont sur le tableau de bien vouloir nous dire, dans ce cas où des aspirants ont été recrutés par l'État depuis 2 ans, où on ne fait que laisser des contrats de 8 mois, de 9 mois, et depuis 3 mois, ces derniers sont sans salaire et doivent encore commencer la rentrée le 20 prochain, où ils ne savent même pas comment ils vont envoyer leurs enfants à l'école. Que dans ce cas, que peut faire
ceux qui sont sur le plateau à nous aider pour que le gouvernement puisse nous écouter et trouver une solution pour nous, pour que au moins nous aussi nous puissions arriver à envoyer nos enfants à l'école, et que si déjà dès la rentrée prochaine on peut nous faire signer au moins un contrat de 12 sur 12, même s'ils ne sont pas encore prêts à insérer ces derniers dans les écoles, sinon notre situation actuelle est très critique. C'est ce que moi je voudrais dire par rapport à l'émission, pour voir si peut-être on aura une réponse favorable. Je remercie vraiment ceux qui sont sur le plateau, et j'ai vraiment beaucoup apprécié tout ce qu'ils viennent de dire. Ils ont vraiment dit la vérité. Et si chacun pouvait rentrer dans le foyer de chacun, l'État allait comprendre ce que nous vivons. Merci. Oui, merci. Écoutons, Faten, de toute façon, les statistiques des autorités sont les statistiques au quotidien. Ils savent ce qui se dit, ce qui se vit. Autre téléspectateur en ligne, bonsoir. Très bien. Oui, nous revenons à vous, M. Afewi, qui soutient syndicalistes en activité, anciens syndicalistes se soutiennent sur le plateau visiblement. C'est ce que je suis en train de constater. Absolument pas. Vous avez écouté tout à l'heure le président Azon dire qu'en réalité, par rapport aux problèmes qui sont relevés comme problèmes qui ne sont pas encore totalement résolus, que ces problèmes sont fondés. En réalité, il nous faut regarder la vérité et rechercher des solutions. C'est de ça qu'il s'agit. Mais le fait de vouloir caricaturer les syndicalistes comme c'est des gens qui revendiquent à ne pas en finir, les problèmes vont demeurer. Et ces problèmes ont des répercussions sur, n'est-ce pas, le développement du Bénin. Parce que l'enseignant, en réalité, opère sur un être humain. Sur celui-là qui est appelé, n'est-ce pas, à prendre la relève demain. Et donc, celui-ci agit directement sur le développement du pays. Et par conséquent, on devrait se donner les moyens qu'il faut pour que la réussite soit, n'est-ce pas, une réalité. Et donc, ce sont ces problèmes qui sont posés. Je ne sais pas, depuis que nous sommes là, quand bien même il y a des revendications qui concernent les augmentations de salaire et autres, je n'ai pas parlé jusque-là d'augmentation de salaire encore. Et pourtant, vous trouvez que nous revendiquons pour revendiquer. Très bien. Téléspectateur en ligne, bonsoir. Téléspectateur en ligne, bonsoir. Téléspectateur en ligne, est-ce que vous nous recevez? Certainement, de l'autre côté, on s'affaire pour qu'on puisse le recevoir, monsieur Toussaint Sagbo Fanou. Oui, nous avons écouté tout à l'heure Kouton Paten depuis Aboumé-Calavi. C'est la question qu'il a posée. Oui, la question qu'il a posée, c'est humain, c'est social. On n'a pas besoin d'être de l'opposition ou de la mouvance avant de trouver la droiture dans ce qu'il a dit. Oui. Téléspectateur en ligne, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes en direct. Bonsoir. Vous appelez d'où votre nom, s'il vous plaît? Oui, j'appelle de Parago. Oui, votre nom? Oui. C'est Moumouni Inoussa. Monsieur Moumouni Inoussa, nous vous écoutons. Oui, si vous avez... Je voudrais remercier M. Fanon et le plateau entier. Si vous avez écouté bien la question de M. Fanon, il vous a demandé quelqu'un qui vous vaccine et il vous dit que si vous avez un problème, de ne pas l'interpeller. Comment vous avez considéré ça vous-même, monsieur le journaliste? Donc c'est ma question, ça. Très bien. Merci beaucoup. Monsieur Moumouni Inoussa, merci. Merci de nous avoir appelé de Parakou. Voilà, monsieur... Oui, vous ne pouvez pas dire à un bébé qui pleure parce qu'il a faim et qu'il a vu le biberon à côté, vous lui dites pourquoi il pleure. S'il pleure, on va le gifler. Il n'a pas le droit de pleurer. C'est pas possible. On dit enfant, il faut chercher plutôt les solutions. Vous savez, quand vous flattez un bébé, même s'il a la faim dans le ventre, il va sourire. Parce que vous lui avez dit des choses qui lui donnent l'assurance, qui lui permettent d'espérer que tout à l'heure il va manger. Moi je vais être réaliste. Quelqu'un qui fait l'aspirana ou bien quelqu'un qui est engagé dans une fonction et on lui dit, bon, est-ce qu'un homme fait un point virgule dans sa vie
pendant 3 mois, il se met en hibernation, il reste quelque part, il ne mange plus, il ne boit plus, et il fait 3 mois de jeûne, de carême, avant de reprendre, de recommencer à manger. Le danger qu'il y a, c'est quoi? Des gens se disent, on n'a pas le choix. Il faut qu'on continue. Dieu fera, ils vont penser à nous un jour. Mais celui qui dit ça n'a plus l'énergie pour l'enseigner. Il y va pour sauver les meubles, pour sauver la face, avec l'espoir qu'on ne va pas l'éjecter de là. Mais est-ce que le rendement est au rendez-vous? Donc, je ne crois pas que c'est aller contre les gouvernants. Ce n'est pas non plus revendiquer de façon intempestive que de dire les gens que vous avez engagés là. Ils ont une famille. Ce n'est pas des jeunes de 18 ans. Encore qu'aujourd'hui, on a des jeunes de 18 ans qui ont déjà une famille. Donc, même si c'était le cas, c'est des gens, il y a un caractère social absolu qu'il faut voir. Il faut que les gouvernants se disent, nous-mêmes en tant qu'humains là, on doit tout faire pour que les autres humains n'aient pas à regretter d'être avec nous. Donc, s'il y a une difficulté, mais rapprochons-nous. Moi, je me rappelle, il y a eu des situations où moi j'ai trouvé un palliatif. On dit par exemple que chaque vacataire doit prendre 40 000 francs. Ou bien le contracteur, il est à 40 000 francs. Bon, enfin, en tout cas, et il est là, et on dit pendant les vacances, il n'a pas de salaire. Mais pourquoi ne pas couper un peu sur tous les mois précédents? Pour qu'au moins pendant les vacances, lui aussi, il ait quelque chose. Il y a plusieurs solutions. Si on a les moyens de faire ce que nous faisons aujourd'hui, si on a eu l'ingénieuse idée de faire les réformes qui sont en train de porter, ayons la continuité dans les esprits pour que demain, tout le monde puisse applaudir parce que tout le monde a trouvé son compte, parce que tout le monde ne sera jamais ministre, tout le monde ne sera pas enseignant, tout le monde ne sera pas DG, ainsi de suite. Mais il faut que chacun, là où il est, puisse se dire, ah, en tout cas, ça va. Ce qu'on m'a promis dans le contrat, ça évolue. Je prie Dieu pour que ça aille encore mieux. Mais moi, quand j'entends des gens dire, nous ne pouvons pas mettre nos enfants à l'école, alors que les parents les ont vus en tant qu'enseignants pendant toute une année. Et maintenant, ils disent aux parents, il n'y a pas autrement, hein, je ne peux pas faire autrement. C'est moralement, psychologiquement, c'est catastrophique. Donc, on peut faire quand même quelque chose. Et je crois que... Mais, pourtant, le gouvernement n'a jamais dit que rien ne sera fait. Non. Il a étouffé, en tout cas fatigué de ce qui est déjà fait. C'est de la gouvernance. Et c'est toute une programmation. En connaissance de tout ce qui se passe dans la société. C'est pour cela qu'il est bon que les partenaires sociaux soient invités pour faire un peu le rapport de ce qui se passe sur le terrain. Parce que vous savez, on a vu des ministres... Allô? Oui, téléspectateur Alain, bonsoir. C'est E-Télé, non? C'est E-Télé, vous êtes en direct. Votre nom, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Allô? Oui, vous êtes sur E-Télé, sur l'émission spéciale. Oui, vous pouvez intervenir. Votre nom, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, c'est monsieur Dégué Tanguy Marc. Monsieur Dégué Tanguy Marc, vous appelez d'où? Oui, j'appelle. Oui, je dis, je suis monsieur Dégué Tanguy. Vous appelez d'où? J'appelle depuis Calavi. D'accord, nous vous écoutons. Monsieur Dégué, nous vous écoutons, allez-y. Je vous écoute. Allez-y, c'est vous qui avez appelé. Vous avez des questions à poser? Oui. Allez-y. Oui, et le consultant. Oui, c'est le consultant. Je parle au consultant. Oui, Allez. oui. Il vous écoute. Allez-y très rapidement, s'il vous plaît, monsieur Dégué. Allez-y, s'il vous plaît. Oui. C'est celui qui l'a pris et vers à Conville pour l'amener à Imira. Monsieur Dégué, est-ce que vous avez une question à poser? Vous avez une préoccupation? Si oui, posez-la. Monsieur Dégué n'est plus en ligne, monsieur Fanou. Voilà. Très bien. Je disais par exemple qu'il y a des ministres à une époque donnée où nous avons fait, en tant que syndicalistes, nous avons fait des rapports et le ministre a écarquillé des yeux, il revenait de très loin. C'est la preuve qu'il n'était pas informé. Ça peut être le cas aussi aujourd'hui pour nos gouvernants. Je ne les accuse pas. On ne peut pas tout savoir. Maintenant, il faut que des gens qui ont su, qui sont allés à la source, qui ont constaté des choses, puissent vous rendre compte de ce qu'il y a et qu'ensemble, on puisse trouver une solution, même si ce n'est pas la meilleure des solutions, que ce soit quand même un début de solution. Sinon, c'est dur d'entendre des gens qui ont eu devant eux des élèves
pendant peut-être 8 mois ou 9 mois, ceux-là vous dire, de les entendre dire que là, ils ne savent même pas ce qu'ils vont manger, ils ne savent pas comment ils vont mettre leur enfant à l'école. Je ne sais pas quelle morale ils vont afficher lorsqu'ils seront en classe face aux élèves à qui ils vont donner le savoir. Très bien. Monsieur Pifanazon. Oui. Oui. Parents d'élèves, les téléspectateurs, Couton, Paten, a posé un problème, certainement un autre qui vient à la suite. Bonsoir. Vraiment, en thème... Allô? Oui, allô, bonsoir. Votre nom, vous appelez d'où? Allô? Oui. Monsieur Pifanazon? Oui. C'est la question relative aux aspirants. Qu'est-ce que... En fait, oui. Ils ont posé certainement que c'est un aspirant qui a posé le problème. Allô, téléspectateur en ligne? Nous vous écoutons. Votre nom, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Allô? Monsieur Pifanazon, allez-y. Oui. Les aspirants, j'ai écouté l'aspirant qui vient de parler. Voilà, vraiment c'est bien dommage. Je crois que on devrait s'attendre, tout acteur devrait s'attendre à ça. Parce que la situation des aspirants a été mal réfléchie. C'est vous qui pensez. C'est votre moi opinion de toute façon. Oui. C'est votre avis. Et cette opinion semble être généralisée. Ça a été mal pensé. C'est vous qui pensez que c'est mal pensé. Ça a été mal pensé. Il est vrai. Peut-être vous n'avez pas les chiffres, les réalités. Il est vrai, il y a des chômeurs, des diplômés sans emploi qu'on a pu occuper pendant 9 mois. Mais disons qu'ils se croiraient dans une école privée. Encore que certaines écoles privées payent 12 mois sur 12. Ben, eux autres, c'est 9 mois sur 12. Et puis, s'il y a la rentrée, le fonctionnaire, votre fonctionnaire dit, votre employé dit qu'il ne sait comment commencer la rentrée, comment inscrire ses enfants. Vous devez vous poser des questions. Et ça, là, c'est au gouvernement qu'il faut poser cette question-là. Comment il entend régler ça à l'avenir. Qu'est-ce que vous proposez au gouvernement, vous, en tant que parent d'élèves responsable de cette fédération à la nationale comme à l'international? Moi, je continue de souffrir de tout ce que j'entends. Et vous allez souffrir tout le temps, M. Azon? Oui, mais puisque à chose, je n'ai pas de solution. Je n'ai pas de solution. Je ne suis pas gouvernant. Je n'ai pas de solution. Et puis, bon, personne, aucun gouvernant n'approche les partenaires sociaux ou bien les partenaires que nous sommes, parents d'élèves, pour nous dire, mais qu'est-ce que... Mais pourtant, vous êtes au cœur de... En tout cas, vous assistez à presque toutes les réunions, les séminaires, certainement. Mais il m'avait vu dans la salle. Non, bon, au fait, mais si à cette réunion, vous n'êtes pas convié, peut-être non, que non, vous n'avez pas votre place. Là. Non, ah, voilà. Donc, je constate que très souvent, je n'ai pas ma place. Très bien. Nous avons un téléspectateur en ligne. Bonsoir. Allô? Oui, vous êtes en direct, nous vous écoutons, allez-y. Votre nom, vous appelez... Bonsoir, bonsoir le plateau. Oui, bonsoir, allez-y. Allô? Ça ne marche pas bien, la communication aujourd'hui. Je m'appelle... Ça me fait de retour. Oui, allez-y si vous êtes en ligne. Allez-y directement, posez votre question, votre problème, s'il vous plaît. Allô? Allô? Oui, vous nous recevez? Oui, je vous reçois. Votre nom, vous appelez... Je vous reçois, allô? Allô? Oui, allez-y, posez votre problème, allez-y directement, s'il vous plaît. Bon, très bien, oui, allez-y, monsieur Azon. Donc, voilà, on en était à vous? Non, je dis que à chaud, je n'ai pas de solution.
Vous n'avez pas de solution. Ah oui, dommage, il n'y a pas un représentant du gouvernement ici pour nous dire, bon, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il répond à ce monsieur qui est aspirant et qui a des problèmes pour la rentrée scolaire de ses enfants. Très bien. En définitive, qu'est-ce que... Alors, de toute façon, la rentrée aura lieu. Chaque partenaire, tous les partenaires ont œuvré pour que, effectivement, le 20, lundi prochain, la rentrée démarre. Sans faute. Sans faute. Je commence par, d'abord, le syndicaliste, M. Apollinaire Afewi. Oui, Monsieur Théodule, je pense que je vais dire un mot par rapport à la préoccupation de M. Couton Patel. Je lui dirais simplement que nous, en tant que représentants du travail des travailleurs, nous avons toujours porté le problème des aspirants. Et à l'UNSTB, depuis 3 ans, nous demandons que le gouvernement fasse l'effort de payer les 12 mois aux aspirants. Parce que ce que M. Patel a dit, en réalité, ça fait souffrir. Comme l'a dit tout à l'heure le président Azon, ça fait souffrir. Mais un enseignant qui n'a pas les moyens pour préparer la rentrée de ses propres enfants et qui va démarrer la rentrée le lundi prochain, vous pensez que cet enseignant aura le cœur à l'œuvre, qu'en salle, en classe, alors qu'il ne sait même pas encore si à la fin du mois d'octobre, il aura de salaire, parce que l'expérience a prouvé qu'ils attendent plusieurs mois avant d'avoir le premier salaire. Vous pensez que celui-là aura le cœur à l'œuvre et donnera le meilleur de lui-même? Le problème, c'est un problème social. Et si d'ici fin octobre, le 23 mai dernier, j'ai retenu du discours d'investiture du chef de l'État que le mandat qu'il a commencé, son second mandat, sera un mandat hautement social. Et je voudrais dire que nous, en tant que partenaires sociaux, nous demandons au président, à notre cher président, d'inscrire dans ce social le problème des aspirants. C'est un problème important pour la qualité de l'éducation pour laquelle il se bat. Et donc, régler ce problème, ce serait donc avancer de façon d'un grand pas dans le système éducatif. Et je voudrais rassurer M. Azon et M. Couton que nous continuerons à faire le lobbying qu'il faut, à faire les démarches qu'il faut, à porter cette revendication de manière à ce qu'elle puisse tomber dans les oreilles sensibles des autorités de ce pays qui vont pouvoir trouver une solution. Merci à vous, M. Apollinaire Afewi. M. Toussaint Saboufano, consultant en éducation. Oui, c'est par rapport à... Oui, ce qu'il faut retenir pour sortir de cette... Oui, ce qu'il faut retenir, je crois que il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour que les noms de ceux qui nous gouvernent soient inscrits en lettres d'or dans les annales du Bénin. Et je voudrais qu'à cela, qu'on puisse ajouter le règlement du problème ou des problèmes des enseignants, même si ce n'est pas tous les problèmes qui seront réglés hein, comme d'un coup de baguette magique, qu'on y mette un peu plus, comme il a dit, le social dont on a parlé, que cela commence au moins par là, pour s'étendre un peu partout. Parce que vous savez... je vous annonce que le social a déjà commencé. Quand vous dites commencer au moins par là, du social, il y a eu... Ah ça, je ne... Vous savez, je suis à la retraite. On me doit des choses depuis des années. Jusqu'à présent, je n'ai rien par rapport à ça. Je ne sais pas, le social dont vous parlez, moi je me réjouis de passer aujourd'hui sur des voies comme si je passais dans mon salon. C'est lisse, c'est correct. Je trouve que ça c'est très bien. Je vois des marchés en compte, je vois beaucoup de choses. Mais attention, le social dont nous parlons, moi je risque de mourir sans jamais avoir vu ça. Parce que je veux vivre avec ça pour manger, je veux vivre plus ou moins heureux et être sûr que l'État reconnaît que j'ai servi l'État pendant plus de 30 ans et que j'ai le droit maintenant. Vous savez comment on appelle la pension? On dit, il y a un roi de chez moi qui dit, la pension signifie quoi? Et les gens disent, bon, c'est ce que l'État voudrait. Il dit non, le blanc a dit, prends ça pour ne pas mourir de faim.
c'est pas pour construire des villas, c'est pas pour acheter des voitures, la pension. C'est pour manger à sa faim. Le retraité qui est là, il faut qu'il mange. Il ne faut pas qu'il se soucie, qu'il se casse la tête pour dire qu'est-ce que les enfants là, qu'est-ce que je vais manger demain? Est-ce que mon épouse aura quelque chose à faire cuisiner? Donc, je crois que si le social rentre par le biais des enseignants, passe par les travailleurs, va un peu vers les femmes qui vendent un peu partout, tout le monde aura, je crois, tout le monde prendra un peu du poil de la bête pour être plus à l'aise. Mais pour le cas des enseignants, parce que je ne vois pas, si c'était à recommencer, je ne serais que enseignant. Je ne vois pas un métier qui soit aussi sacerdotal que le métier d'enseignant. Et le minimum qu'on puisse faire pour l'enseignant, c'est de l'assurer qu'il a son salaire. Ce sur quoi on s'est entendu là, il l'a tous les mois jusqu'à la fin. Et ça, c'est important pour qu'on n'ait pas ces genres de plaintes. Parce que là où moi j'ai mon inquiétude, c'est par rapport aux enfants qu'on va affronter. Même un professeur certifié qui est recruté par l'État, qui est un agent permanent de l'État, lorsqu'il va de chez lui et que pour des raisons ou pour une raison ou une autre, il n'a pas mangé, il a des soucis, le rendement s'en ressent lorsqu'il doit passer une journée entière devant les apprenants. Donc pour éviter ça, pour donner un minimum de morale, un minimum d'atouts psychologiques à celui qui va former la nation, donnez-lui l'outil qu'il faut, en dehors de tous les autres outils dont on a besoin, donnez-lui aussi l'outil qu'il faut sur le plan moral pour être à l'aise, parce qu'un professeur qui n'a rien comme souci, quand il est devant ses élèves, vous qui passez, vous aurez envie de devenir enseignant. Ça, c'est vrai. Oui, ça c'est pour les autorités et pour les enseignants aussi. Ah oui, mais évidemment. Qui doivent démarrer le cours de Oui, les enseignants qui sont déjà sur le terrain, les enseignants qui sont déjà, ils sont déjà fixés. Je crois qu'il faut qu'ils donnent le meilleur d'eux pour que demain, on puisse dire, vous voyez, on a bien raison de défendre le cas des enseignants. Regardez comment ils s'échinent. Regardez les résultats qu'ils ont donnés. Donc, les enseignants doivent se mettre à la tâche. Mais quand on dit enseignant, parent, État, l'apprenant pense que il est là, on discute pour lui. Mais il a un rôle énorme à jouer. L'apprenant, que le professeur soit là ou pas, il doit se dire, je dois faire quelque chose. Je n'excuse pas les absences des enseignants, mais il ne faut pas que l'apprenant se dise « Ah, bravo, le professeur n'est pas là, en avant pour la musique, en avant pour la balade. » Non, il faut qu'on conscientise nos élèves, nos apprenants. On les sensibilise pour qu'ils comprennent que leur avenir se joue dans leurs mains. Aujourd'hui, ils préparent demain. Et pour cela, il n'y a pas de repos. Il n'y a pas à dire « Bon, vraiment, la vie est difficile. Même si j'ai mon bac maintenant, est-ce que je vais être recruté? Non! Allez vers le bac d'abord. Mettez-le en poche. Le moment viendra où on demandera, bon, tous ceux qui ont le bac, mettez-vous de ce côté. En ce moment, vous allez dire, oh, moi aussi, je savais, j'allais prendre ce bac-là. Non, il faut le faire. Donc, il faut que toute la société concourt à cela. Et que les apprenants, puisque c'est la liberté et qu'on ne peut pas faire autrement, les androïdes ne deviennent pas leurs petits dieux. C'est catastrophique ce qui se passe avec le téléphone portable. Alors qu'au départ, c'est un outil de travail, un outil de recherche. Mais aujourd'hui, c'est l'outil le plus dépravant que nous sommes en train de vivre. Et c'est dommage. On ne peut pas dire à l'État de sanctionner ou bien de canaliser ça. Mais on peut dire aux parents de veiller sur leurs enfants. Et que la société aussi commence à sensibiliser les enfants par rapport à l'usage qu'ils font des androïdes. Très bien. Merci à vous, Président Epiphane Nazon. Oui, merci bien. L'homme qui a faim n'est pas un homme libre. Il a dit, il n'est plus, mais c'est toujours d'actualité. Donc, il faut mettre les enseignants dans de très bonnes conditions, surtout les aspirants. Ce que je viens d'entendre de Couton, ça me rend un peu malade. Ce qui est sûr, ce n'est pas nouveau pour vous. Non, ce n'est pas nouveau pour moi. Vous savez que les autorités réfléchissent à cela. Oui, ça je sais. Mais il faut quand même faire en sorte que la paix sociale, ça passe par là. Ça passe par là, lorsque chacun se retrouve dans de très bonnes conditions devant les enfants. Chacun dont je parle, c'est les enseignants. Devant les enfants, ça se passe très très bien, comme il l'a dit M. Fanou tout à l'heure. Donc il faut les mettre dans de très bonnes conditions, les aspirants, et pourquoi pas les autres enseignants qui contractuels ou permanents. Il faut les mettre dans de très bonnes conditions pour que l'année qui est amorcée
soit meilleur à l'année que nous venons de terminer, l'année scolaire que nous venons de terminer. Parce qu'il y a eu de meilleurs résultats, mais si nous n'y prenons garde, on risque de tomber encore très bas, très bas, très bas. Et je ne souhaite pas. Très bien. Merci à vous, Monsieur Epiphane Azon. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et d'étudiants du Bénin, FENAPEB, par ailleurs trésorier général adjoint à l'international des parents d'élèves et étudiants. Vous étiez avec Toussaint Sagbo-Fanou, professeur certifié d'anglais à la retraite, ancien directeur du CEG Sainte-Rita et puis consultant aujourd'hui, consultant en éducation. Il y avait bien sûr le syndicaliste avec nous, dès lors, un partenaire social, le secrétaire général de l'UNSTB, l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin, monsieur Apollinaire Afewe. Avec vous, nous avons parlé de cette rentrée 2021-2022, sous quelles conditions. Les problèmes, on les a évoqués, c'est vrai. Il y a assez d'efforts qui sont faits, nous l'avons tous reconnu, les invités l'ont reconnu, comme le dirait l'autre, tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Et nous savons très bien que les autorités ont conscience de la chose et travailleront progressivement au règlement de la situation. Mesdames et messieurs, merci à vous tous de nous avoir suivis cette émission spéciale rentrée 2021-2022. Sous quelles conditions? On se retrouve très très prochainement. Bonne reprise de classe à toutes et à tous.